J'ai un peu la flemme en vrai. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer de vous parler des livres que j'ai lus pour la rentrée littéraire. Ça fait suite à la vidéo de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, je la mets en barre d'infos ou si j'y arrive dans le petit i en haut. Et on ne va pas traîner parce qu'au lieu de 5 romans dans cette vidéo, j'ai 6 romans à vous présenter. Ce qui n'est pas très différent en fait. Mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va faire beaucoup plus long. Dans tous les cas, on ne traîne pas et j'attaque tout de suite par la suite des livres que j'ai lus. Le premier roman dont je veux vous parler dans cette vidéo, c'est Le Retour de Saturne de Daphné Tamash qui sort aux éditions Stock le 21 août, que j'ai lu en numérique, donc je ne l'ai pas, j'essaierai de vous insérer l'image de la couverture. Après c'est Stock, donc c'est leur couverture un peu bleue, ils mettront sûrement le visage de l'autrice comme d'habitude sur leur bandeau. Je n'aime pas, mais je comprends que ce soit une charte graphique. Dans ce livre-là, on suit le personnage d'Apolline, qui est une trentenaire un peu désabusée de ses relations passées, amoureuses passées, hétérosexuelles. On comprend qu'elle soit déçue. On suit Apolline, trentenaire désabusée de ses relations amoureuses passées, qui va aller voir son petit et qui va lui dire qu'en gros elle est au bout de sa vie. Il va lui diagnostiquer une sorte de burn-out des mecs. Et il va lui dire, faites une pause de 1 mois je crois sans les garçons, coupez tout, essayez de trouver genre un coin où vous ne draguerez pas, vous ne serez pas sans cesse à rechercher de l'attention des hommes sur vous et prenez du temps que pour vous. Et du coup elle décide de partir s'isoler dans une maison à une tante à elle qui est vers Conques je crois, dans laquelle elle va se rendre compte qu'en fait la maison est vraiment vieille et usagée, elle va un peu la retaper pour essayer d'y vivre correctement et le roman est construit sous forme de flashback de tous ces mecs qu'elle a croisés, qu'elle a rencontrés, avec lesquels elle a vécu. Donc c'est pas un chapitre, un mec, mais presque, et on revient un peu sur son passé amoureux et sexuel aussi, qui est plutôt tumultueux et qui ne donne pas très envie, mais qui est peut-être aussi le parcours de beaucoup de femmes hétérosexuelles d'une trentaine d'années aujourd'hui. C'est là où je voulais en venir avec ma blague du début. J'ai bien aimé le roman, c'est plus ou moins ce que nous vend le résumé. Ça, on pourrait dire que ça a des airs de Bridget Jones en un peu plus moderne peut-être. Mais le seul truc c'est que je trouve que la fin... Donc c'est drôle, franchement le ton de la... Parce que du coup Apolline c'est écrit à la première personne du singulier, donc on est dans sa tête. C'est très très drôle, elle a un ton assez décalé, désabusé. Ce qu'elle dit des hommes, bah, c'est pas inintéressant. Moi le seul truc qui m'a plus ou moins gênée, c'est que la fin, je trouve que ça part dans un délire de morale un peu ésotérique qui m'a, moi, complètement perdue. Mais après sinon c'était un bon moment de lecture. C'est pas du tout pour moi le livre de la rentrée littéraire, mais ça reste un bon moment de lecture. Le 7e roman que j'ai lu de la rentrée littéraire, c'est Retour à Belfast de Michael Maggie, qui paraît le 21 ou 22 août aux éditions Albin Michel, et qui est traduit de l'irlandais, qui se passe plus ou moins de nos jours. On suit le jeune... Comment il s'appelle? Sean. On suit Sean, je dis jeune mais je crois qu'il a une trentaine d'années, je ne sais plus. On suit Sean qui revient à Belfast après quelques années d'études à Liverpool. Je pose le livre. Après quelques années d'études à Liverpool, et la ville dans laquelle il revient, donc à Belfast, retour à Belfast, est plus ou moins, comment dire, ça en gros c'est la ville a vécu la période des troubles, donc avec un T majuscule pour ceux qui voient à peu près l'histoire de l'Irlande, c'était les troubles, bah oui, la période de troubles qui a suivi les conflits entre, je crois, protestants et catholiques, donc tout ce qui s'est passé avec l'IRA, etc., qui avait notamment été abordé dans les romans de Sir Chalandon, Mon Traître et Retour à Killybegs, que j'ai adoré. C'est une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup et que j'adore retrouver en littérature. Donc forcément le roman, on partait déjà sur de bonnes bases. Et Sean, il évolue dans ce Belfast laissé un petit peu à l'abandon, qui est un milieu très ouvrier. On sent que la ville n'évolue pas, est coincée, est assez pauvre, c'est un peu marqué par la drogue, l'alcool, etc. En tout cas, les personnages qui gravitent autour de Sean, c'est vraiment ce milieu-là. Même lui, il travaille dans un bar, il a du mal à finir les fins de mois. On sent que son logement, c'est vraiment limite insalubre. Il fait une coloc avec un mec tout aussi à la dérive que lui. Et on suit son parcours, son envie de s'en sortir. Enfin, en tout cas, d'essayer de se trouver une voie peut-être un peu mieux, un peu meilleure. Il n'a pas du tout envie de ressembler à son frère parce que je crois qu'il a fait des années de tôle. Bref, il est vraiment limite un peu perdu, on peut dire. Et Sean, il veut essayer de s'en sortir, il va se retrouver avec des petits soucis au cul. Et là, il va avoir une sorte de déclic, il veut se dire, moi je veux pas
En gros, je veux pas ça, je veux pas finir en tôle, je veux pas être comme mon frère. On a du coup un très bon portrait, je suppose, de Belfast. Je n'y vis pas, mais j'y suis déjà allée et on m'en a déjà parlé des gens de là-bas. Et c'est vrai que c'est vraiment une période de l'histoire qui a façonné l'Irlande. Donc l'Irlande du Nord. Et moi c'est quelque chose que, comme je vous disais, que j'adore en littérature. Donc j'ai beaucoup aimé le roman. Après j'avoue que j'ai un petit peu, comment dire, des griefs. J'ai du mal avec les romans qui sont vraiment genre dans les milieux de la drogue et de l'alcool. C'est des choses qui me lassent très vite. Heureusement le roman n'est pas centré sur ça, mais il y a quand même une partie, c'est le milieu dans lequel il évolue, donc forcément que c'est présent comme sujet. J'ai aimé, mais j'ai quand même, c'est pas un énorme coup de cœur. Par contre, si c'est aussi une période de l'histoire qui vous intéresse, je vous conseille quand même parce que c'est un très bon roman et que j'ai quand même malgré tout bien aimé. Le 8e roman que j'ai lu, c'est Roman de gare de Philibert Hume qui sort aux Équateurs le 28 août. Ils n'ont pas changé la date? Je ne crois pas. Dans Roman de gare, on repart sur les mêmes principes que dans Roman fleuve dont je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Je vous mettrai pareil le lien soit en barre d'infos, soit dans le i, où on suit Philibert Hume. Je suppose que c'est lui en tout cas, parce que le récit, on a l'impression que c'est lui qui raconte son aventure, qui cette fois va pas se passer sur un canoë de 2 places avec 3 mecs, mais dans un style un peu plus hobo. Ils veulent essayer avec son ami Simon de reproduire les voyages des Américains style hobo, c'est-à-dire ceux qui voyageaient dans les trains clandestinement, style je sais plus, Jack London, Jack Kerouac, ou cette époque-là, de partir sans argent, sauf que autant à cette époque-là c'était facile, plus facile qu'aujourd'hui de rentrer clandestinement dans un train, autant aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué avec tout ce qui est sécurité et tout ça. Donc encore une fois, c'est un roman d'aventure, un faux vrai roman d'aventure, très décalé, très drôle, j'ai passé un super moment, moi ça me fait toujours autant rire. En plus il a vraiment un côté autodérision sur ses romans, ce qui dit bien en guise d'avant-propos. Il y a quelques années, sous le titre de Roman fleuve, est paru dans notre catalogue un volume que l'on n'a peut-être pas eu le temps d'oublier. Ces pages étaient la relation d'une aventure vécue dans les eaux tumultueuses d'un cours d'eau française. On y rencontrait une douzaine de personnages pittoresques et près d'un millier d'adverbes transitifs ou non. Le public ayant fait bon accueil à ce récit, l'auteur s'est laissé griser par le succès et a donné libre cours à ses penchants pour l'oisiveté, la débauche, le modélisme ferroviaire et la pratique des mots fléchés en intérieur. De mauvais placements et une gestion financière déplorable le contraignent aujourd'hui à donner suite à cette publication. Les mêmes recettes ont été employées et les grosses ficelles usées jusqu'à la corde. Le titre est légèrement différent, mais à peu de choses près, vous verrez, c'est un ressucé du livre précédent. Bref, il se moque de lui-même et je trouve ça excellent. Franchement, si vous voulez passer un bon moment de rire, lisez Roman fleuve et ou lisez Roman de gare avec, parce que c'est très drôle. Le 9e roman que j'ai lu, c'est pareil, je l'ai lu en numérique, c'est Pour Britney, le nouveau roman, 3e je crois, de Louise Chenevière, qui paraît le 5 septembre, c'est le plus éloigné je crois dans les dates de sortie de tous les romans dont je vous parle, ou je vous ai parlé, qui sort aux éditions POL à la rentrée. J'attendais ce roman avec beaucoup d'impatience parce que j'ai adoré les précédents romans de l'autrice, que j'avais trouvé très intéressant déjà dans l'écriture. Elle a vraiment une construction stylistique très différente de ce qu'on peut voir, qui est peut-être un peu propre aussi à la ligne éditoriale de son éditeur. Mais elle a ce truc dans la langue qui est à la fois très jeune, très moderne et qui bouscule les codes, et moi je suis très très fan. Et donc dans Pour Britney, elle place en fait son histoire à elle en parallèle de ce qu'a vécu Britney Spears plus jeune, de ce qu'a vécu Nelly Arcan, donc qui était une écrivaine qui est décédée, qui s'est suicidée assez jeune, qui a eu vraiment un parcours de vie assez chaotique et qui a eu une fin assez triste. Et donc elle écrit son parcours en parallèle de ces deux femmes que la vie n'a pas épargnées, et je trouve que c'était encore une fois d'une puissance. C'est très court, le roman est très très court, alors comme je l'ai lu en numérique, j'ai pas la pagination, mais ça se sent qu'il est très court. Je pense qu'il doit faire, franchement s'il fait 150 pages, c'est à peu près tout. Il se lit vraiment d'une traite, d'autant plus qu'elle a une manière d'écrire qui est assurée de virgules, elle place des virgules un peu tout le temps, partout, peu de points, donc peu de respiration, même si les virgules sont là pour nous en donner, mais c'est vraiment comme si on lisait un pamphlet de colère de femmes sur ce qu'ont vécu ces femmes là et elle précisément, et plein de femmes en parallèle. Et donc c'est évidemment très féministe, c'est passionnant dans ce qu'elle peut dire de ce que les hommes infligent aux femmes, encore une fois. J'ai adoré, ça m'a vraiment percuté, mais je n'en doutais pas. En fait, ce livre est un coup de cœur, mais je n'en doutais pas, donc du coup, je sais pas comment dire, ça a été une énorme claque, mais je m'y attendais. Du coup, j'ai eu ce que je voulais avec ce roman, et ça n'en est que mieux. J'ai
franchement adoré, je vous le conseille. Si ce sont des sujets qui vous plaisent, essayez de tester peut-être les premières phases pour accrocher au style de l'autrice, voir si ça vous plaît, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier, je comprends qu'on n'aime pas. C'est d'ailleurs un point que j'ai beaucoup aimé dans son roman, c'est qu'elle dit bien que les vieux mecs des académies, etc., et même éditeurs et tout, l'ont beaucoup critiqué sur son style parce qu'il est différent et un peu innovant. Et ça me fait beaucoup rire que, évidemment, ce soit toujours les vieux mecs qui n'aiment pas les styles des jeunes femmes innovantes et qui changent et modernes. Donc voilà, j'ai bien aimé cette petite pique vis-à-vis de ces hommes, de ces critiques littéraires, peut-on dire. Donc c'est sur l'emprise que les hommes ont sur les femmes, qui modifient leur parcours de vie, malheureusement. Et ça m'a donné très envie. Alors l'histoire de Britney Spears, je la connais plus ou moins, parce que c'est quand même une figure de mon époque. Par contre, Nelly Arcan, j'avoue que je la connaissais pour son livre Putain, et je connaissais plus ou moins son histoire, et notamment la fin, sa fin très triste. Mais ça m'a donné très envie d'aller revoir des interviews et des choses sur son parcours, et je suis retombée sur des morceaux d'interviews, notamment où elle passait sur un plateau télé avec Thierry Ardisson et même avec d'autres. Et c'était fou le mépris qu'avaient ces hommes pour les femmes écrivaines. Et je ne peux que du coup vous encourager à aller voir soit ces interviews pour être aussi révolté que moi, soit si vous n'avez pas envie d'être en colère pour ces interviews passées, je vous invite à lire Pour Britney de Louise Chenevière, qui ne vous prendra pas longtemps, mais qui vaut littérairement le coup. C'est un vieux jeu de mots, je l'assume pas totalement, ne me jugez pas. Le 10e roman que j'ai lu de la rentrée littéraire, c'est donc La Nuit de David de Abigail Assor, qui est son 2e roman et qui sort chez Gallimard le 22 août. Dans La Nuit de David de Abigail Assor, on suit, et ça va faire écho au prochain roman dont je vais vous parler, on suit des jumeaux, hétérozygotes en l'occurrence, un qui s'appelle David et l'autre qui s'appelle Olive. Et Olive nous raconte la fameuse nuit de leurs 10 ans à David et elle, où il s'est passé un événement qui a marqué leur enfance et qui a même un petit peu brutalement mis fin à leur enfance en quelque sorte. J'ai découvert Abigail Assor avec ce roman, je ne la connaissais pas, j'ai très envie de lire. Je sais qu'elle avait fait beaucoup de bruit avec son premier roman qui s'appelait Aussi riche que le roi, que du coup j'ai pris et que je vais lire incessamment sous peu. La langue est d'une beauté. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai pris une claque au niveau de la langue. Elle a vraiment une manière d'écrire qui est incroyable, incroyablement belle, incroyablement brutale aussi parfois, parce que vraiment, en gros, elle va nous raconter donc leur enfance, c'est l'enfance, mais David est un enfant un peu différent des autres. Il a des crises de colère, il a des obsessions, en gros. Je pense que c'est soit quelque chose du spectre autistique, soit quelque chose comme ça. C'est un enfant différent, peu ou pas ou mal diagnostiqué. Je ne sais pas trop à quelle époque se passe ce roman, en tout cas quand ils sont jeunes, je ne sais pas si on a la date. Mais on a vraiment l'impression d'un mauvais diagnostic ou d'un non-diagnostic qui fait que David grandit dans une famille où la mère notamment est infecte avec lui. Olive c'est sa petite fille chérie et David c'est celui qui va tuer Olive tellement il est fou, etc. Elle a vraiment il y a des passages très durs. Allez putain. Bon et ben pause publicitaire. Bon voilà, j'ai dû sortir du cadre intermède chat as usual avec mon magnifique accent anglais. Allez, on se recentre. J'ai adoré ce roman, ça a été une énorme claque, tant dans l'écriture que dans la beauté de sa description, de la gémellité, de ces liens qui unissent frères et sœurs, pas que les jumeaux, mais dans leur jeu d'enfant, dans les colères des parents, quand ils se soutiennent. Et on sent que plus Olive grandit, plus ça devient difficile pour elle de soutenir son frère. Dans sa différence à lui et dans leur différence à eux, parce que la mère fait aussi un peu tout pour les séparer. Et j'ai trouvé que c'était un très beau roman justement sur l'enfance, sur les liens frères-sœurs, gémellité. C'était très beau, très poignant aussi. Il y a des moments très tristes et très durs à lire. Je pense notamment que si vous êtes parent, il y a des moments où vous allez avoir envie de tuer littéralement la mère de ces deux enfants. Ça a été une énorme claque. Je suis évidemment j'ai une soeur jumelle, donc très intéressée, attirée par les romans autour de la gémellité. Et là, je l'ai trouvé très très bien traité, d'autant plus par la différence de David. Et c'est à la fois c'est à la fois tendre et cruel.
mais c'est incroyable et l'écriture est très belle. J'aimerais bien vous trouver des passages que j'ai trouvé très beaux. Je l'aurais gardé ainsi David, si j'avais pu, je l'aurais conservé minuscule et riant dans le refuge de mes mains. J'aurais tari ses larmes à leur source en les buvant au goulot de ses yeux. J'aurais empêché qu'il la désire tant cette nuit. J'aurais barré la route à la cascade des catastrophes qui nous ont menés à cette décision et il serait là avec moi aujourd'hui. Très grosse claque, très gros coup de cœur. Je vous recommande fortement de lire La nuit de David d'Abigail Assor et je m'en vais très vite lire son premier roman pour vous en parler dès que possible. Et le dernier roman dont je veux vous parler, le 11e et dernier que j'ai lu pour l'instant, j'avoue que là j'ai fait un peu une overdose des livres de la rentrée littéraire, donc pour l'instant je n'en ai pas lu d'autres, même s'il m'en reste encore des tas à lire. On verra, mais pour l'instant je sature. Le dernier que j'ai lu, c'est Cette vieille chanson qui brûle de Alexandre Lenot, qui paraît aux éditions de Noël le 22 août, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, qui encore une fois nous raconte l'histoire de jumeaux, de deux garçons qui ont grandi avec leur père dans une... Oh, attendez, je me réinstalle. Ah, je sens plus ma jambe. Qu'est-ce que tu fais? Viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Dans ce roman, on suit encore une fois des jumeaux, l'histoire de deux frères jumeaux, Noé et Jérémie, qui ont grandi ensemble avec leur père. La mère est absente, ou en tout cas n'est plus là depuis des années. Ils ont grandi au cœur de la forêt avec un père plutôt compliqué. Les garçons ont grandi un peu comme des enfants sauvages et un jour la société les rattrape et les impose au père de mettre ses deux fils à l'école. On sait que Noé est décédé, on ne sait pas trop comment, mais il nous parle, en fait le roman est adressé au père, au-dessus, où il rentre à la maison de son enfance et en fait tout le chemin de là où il est jusqu'à la vieille demeure du père, au fin fond de cette forêt, c'est la longue adresse de Jérémie à ce père pour raconter la mort de Noé, pour expliquer la colère qu'il a envers le père, pour expliquer le lien qu'il avait avec son frère, cette enfance que la forêt et la nature ont bercé. C'était encore une fois très beau. Il a une manière d'écrire qui est très proche du vers et de la poésie. C'est même écrit un petit peu comme à la ligne de Joseph Contus. On a vraiment cette mise en page poésie, prose. Oh bébé, je sais pas si on te voit mais t'es trop mimi là. Je sais pas si on voit bien, mais en gros vraiment versifié. J'ai surligné énormément de passages, c'est très poétique, c'est très beau. Encore une fois, la gémilité est très bien décrite et très touchante. On sent que Jérémie se compare beaucoup à son frère. Je pense que c'est quelque chose quand on a des frères, sœurs, pas forcément jumeaux, mais qu'on admire beaucoup et auxquels on tient, on peut pas s'empêcher de se comparer à eux. Leur enfance est à la fois belle, terrible. Il y a beaucoup de choses dans ce roman parce qu'on sent aussi que la nature a une forte présence. Ça m'avait pensé à ces grands romans américains de nature writing où on sent que limite un peu du David Vann pour ceux ou celles à qui ça pourrait parler, version beaucoup plus poétique mais où la nature a une place omniprésente, la figure du père est toujours un peu terrible, enfin la famille, il y a toujours un truc autour de la famille. J'ai retrouvé un peu de David Vann, plus dans les sujets que dans l'écriture où là c'est pas du tout la même, mais j'ai adoré ce roman. J'ai beaucoup aimé aussi la morale. Alors, c'est pas vraiment la morale, c'est pas le terme adapté, mais j'ai bien aimé en fait là où on en vient pour la mort de Noé. C'est-à-dire que les causes de sa mort font écho à un sujet de l'actualité qui a touché la France entière parce que c'est passé aux infos en long, en large et en travers. Donc ça fait écho à quelque chose en particulier que moi on m'a un peu dit quand on m'a présenté le roman, donc il m'a un peu spoilé, même si c'est pas un spoil. Mais du coup moi j'en dis pas trop, c'est juste que la mort de Noé fait écho à quelque chose en particulier qui moi me parle beaucoup et qui je pense peut parler à beaucoup de monde. Là pour le coup j'ai même pas corné les pages, j'ai pris un crayon papier et j'ai souligné plein de passages parce que c'était beaucoup trop bien écrit. Encore une fois c'est un deuxième roman, si je dis pas de bêtises, il avait écrit un polar qui est publié chez Actes Sud et qui est sorti en poche chez Babel Noir, que j'ai très envie de lire également. J'avoue que le côté polar me plaît moins, mais je crois qu'il y a encore une fois la place de la nature est encore une fois très importante. Donc comme Abigail Assor, je risque de me pencher sur son premier roman. Gros coup de cœur que je ne peux que vous recommander et les deux parlent de gémellité. Donc est-ce que c'est ça qui m'a touchée? Je ne pense pas, je pense juste que c'est très bien écrit et que les sujets sont des choses qui moi me parlent et me plaisent beaucoup. Donc s'il y en a encore deux que je peux que vous recommander dans toute cette sélection, c'est La nuit de David et cette vieille chanson qui brûle. Voilà, c'est en gros mes deux autres coups de cœur de cette rentrée littéraire qui m'ont fait pleurer, évidemment. Parce que je ne vous recommande que des romans dans lesquels on pleure. Ce n'est pas vrai, roman de gars, on rit. J'ai fini de vous parler des romans que j'ai lus pour la rentrée littéraire. Si j'en lis d'autres, soit ce sera dans une nouvelle vidéo dédiée exprès aux romans de la rentrée littéraire, soit ce sera dans des points de lecture plus globaux.
Je sais pas trop encore comment je vais m'organiser, je vous dis il m'en reste quelques-uns. En fait là il me reste surtout les pavés. Voilà, j'ai repoussé les pavés, il va falloir que je m'y attaque un de ces quatre. J'ai notamment le Nino, oh, je vais pas arriver à dire son nom, ça va être horrible. Nino Aradivice. Oh c'est horrible, c'est pas ça. Je vous mettrai la couverture ici qui me fait de l'œil. Et aussi le Wasmo. Encore une fois je me mettrai le visuel. Mais c'est deux pavasses et j'ai repoussé les pavasses. Mais je vais devoir... Poil de chat. Je vais devoir m'y pencher. Je reviendrai dans tous les cas vous donner mon avis. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.